Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième session de questions-réponses sur les droits humains. On a reçu quelques questions malgré l'été, malgré les vacances. Donc, on fait une session en plein mois d'août. C'est encore moi que vous retrouvez puisque tout le monde est parti en vacances. Donc, je suis la seule à pouvoir faire cette session avec vous aujourd'hui. Mais dès septembre, vous aurez d'autres visages et d'autres façons de vous présenter les choses. Donc, pour les questions, je vous rappelle où vous pouvez les envoyer donc par mail à l'adresse info@pldh.org ou bien sur les réseaux sociaux. Vous trouvez notre page Facebook, notre page Instagram. Vous pouvez commenter les posts ou bien nous envoyer des messages privés. On essaye de suivre un peu partout pour pouvoir répondre à toutes vos questions dans les meilleurs délais. Donc, je vais les prendre dans l'ordre, sans transition. On commence tout de suite. Une première question. Quelles sont les difficultés de la mise en œuvre des droits sociaux fondamentaux en France? Alors ça, c'est une question un petit peu technique et très intéressante parce qu'elle a beaucoup ressurgi avec la situation sanitaire des derniers mois. Donc, petite prémisse pour que tout le monde puisse suivre, on distingue généralement différentes catégories de droits. On a d'un côté les droits civils et politiques, donc le droit à des élections libres, l'interdiction de la torture, le droit à la vie, toutes les libertés, la liberté d'expression, de réunion, de manifestation, de religion, etc. Et de l'autre, les droits qu'on appelle sociaux et économiques. Donc là, ce sont plus des droits alors liés au travail, par exemple, donc le droit de grève, le droit à des conditions de travail décentes, l'égalité salariale. On a aussi tout ce qui concerne la santé, l'éducation, le logement, donc toute cette dimension plus sociale de l'individu. Et alors, l'histoire a fait qu'on a tendance à traiter les droits économiques et sociaux de manière inférieure aux droits civils et politiques. Et donc, on a plus, dans les dernières années, mis nos énergies au développement et à l'effectivité des droits civils et politiques et moins aux droits économiques et sociaux, avec plein d'excuses que je vous épargne, mais la principale étant de dire que les droits économiques et sociaux coûtent cher, alors que les droits civils et politiques ne coûteraient rien. Alors, cet argument a été largement démenti par la plupart des experts. C'est absolument pas vrai, mais c'est quelque chose qui reste dans l'imaginaire et qui fait qu'on a on a toujours tendance à moins bien traiter les droits économiques et sociaux. Alors même que toutes ces catégories de droits sont toutes reconnues par la Déclaration universelle des droits de l'homme selon le principe de l'indivisibilité des droits. Donc on dit que quand on touche à un droit, une catégorie de droit, en réalité, on a un impact aussi sur l'autre, ce qui est réel puisque l'individu, la dignité de l'individu est composée de toutes ces dimensions civiles, politiques, économiques et sociales. Donc, en réalité, la difficulté en France de la mise en œuvre des droits sociaux, elle est liée d'abord à ce raisonnement qui est tout à fait commun et qui existe dans plein d'autres pays européens, hein, surtout, c'est une approche très européenne, qui pose difficulté. Quand on aura renversé complètement cette logique, on y arrivera sans doute beaucoup mieux. Et le confinement, ou en tout cas la situation sanitaire des dernières semaines et des derniers mois montre bien l'impact d'un droit sur un autre. C'est-à-dire que pour protéger le droit à la santé, qui est un droit économique et social, on a dû restreindre la liberté de circulation de manière très importante. Donc ça montre bien, j'allais dire, le fonctionnement en commun des différents droits de l'individu. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'on parle du droit à la santé, on a beaucoup parlé du droit à la vie. Et donc en fait, le droit à la santé, le droit à la vie, c'est la même, on parle de la même médaille, c'est simplement une perspective différente. Donc l'épisode que nous avons vécu et que nous sommes encore en train de vivre démontre de manière claire l'indivisibilité des droits et le fait qu'ils doivent être traités de la même façon. Donc en France, la difficulté, elle est d'abord liée à cette dynamique qui est tout à fait néfaste pour les droits économiques et sociaux. Deuxième question. On entend souvent que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France et d'autres pays, mais au fond, à quoi ça sert? Alors ça, c'est toujours la question qu'on entend et qui mérite d'être posée. Alors, d'abord, la Cour européenne des droits de l'homme, elle est donc au niveau européen, c'est-à-dire dans la sphère qu'on appelle internationale. On n'est pas dans la sphère étatique, ce n'est pas un juge français qui condamne la France, c'est un juge européen, une Cour européenne, qui constate une violation des droits fondamentaux. Alors, pour comprendre à quoi ça sert, il faut comprendre quelle est l'issue, on va dire, de ce procès européen.
Au niveau européen, l'issue du procès, c'est la condamnation de l'État au paiement d'une satisfaction équitable, si la Cour le décide, généralement elle le décide. Donc c'est une somme d'argent qui peut aller de 1 euro, j'allais dire symbolique, à des sommes plus importantes en fonction du type de violation. Et donc cette somme est payée par l'État à la personne qui a fait la requête, donc à la personne individuelle. Donc, j'allais dire, cette partie-là de l'arrêt ne pose généralement pas de difficulté. Le problème, c'est l'adoption de mesures plus générales pour faire évoluer la situation. Par exemple, il y a quelques semaines, la France a été, j'allais dire, pointée du doigt. La Cour a constaté la violation de la Convention en raison de la surpopulation carcérale dans les prisons françaises. Le fait de payer la satisfaction équitable aux requérants qui ont fait le procès, c'est très bien, mais ça ne va pas résoudre le problème de tous les autres détenus dans les prisons. Pour ça, il faut adopter des mesures générales, il faut modifier la loi, il faut trouver des financements, il faut agir de manière plus profonde, plus pérenne et plus j'allais dire, plus générale. Et cette phase-là, c'est une phase politique. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que ça ne sert à rien, pour reprendre les termes de la question. Mais en fait, c'est simplement que ça prend du temps, parce que c'est une phase politique. Il y a des discussions qui ont lieu au sein du comité des ministres du Conseil de l'Europe pour arriver à ce qu'on appelle l'exécution de l'arrêt, donc la mise en œuvre complète de l'arrêt, y compris par l'adoption de mesures générales. Et ça peut prendre du temps. Mais il y a quand même eu des évolutions intéressantes et importantes, y compris en France, grâce aux échanges et aux discussions au niveau du comité des ministres ensuite. Donc on a l'impression que ça ne sert à rien. En réalité, c'est que ça prend du temps. C'est ça la difficulté. L'autre chose aussi, c'est que peut-être du point de vue médiatique, quand même, il faut préciser ça, c'est que du point de vue médiatique, ce qu'on appelle d'ailleurs une condamnation du point de vue médiatique, du point de vue juridique, le terme n'est pas tout à fait juste, mais on parle souvent de condamnation de la France ou d'autres pays. Il est évident, par exemple, que quand la France a été condamnée pour torture, ça a évidemment eu des répercussions d'abord médiatiques importantes qui peuvent accélérer du coup le processus d'adoption de mesures générales. On sait bien que la pression médiatique et citoyenne peut avoir un impact et donc il ne faut pas non plus diminuer, encore une fois, cet aspect-là qui n'est pas juridique mais qui est indéniable et qui peut porter à l'accélération du processus politique. Troisième question, quel était le cadre légal du confinement et pourra-t-on y revenir ? Alors, le cadre légal du confinement, c'était l'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré en France. Donc là, je parle en France. En France, c'était l'adoption de cet état d'urgence sanitaire qui a été levé début juillet. Est-ce qu'on pourra y revenir ? Oui, parce qu'on pourra toujours redéclarer l'état d'urgence sanitaire. Maintenant, le processus est quand même relativement lourd politiquement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un clin d'œil, mais le Parlement est impliqué. Il y a tout un processus politique et démocratique. Mais en théorie, oui, on peut y revenir. On peut y revenir. La nouvelle maire de Strasbourg a déclaré l'état d'urgence climatique. Qu'est-ce que c'est ? Alors d'ailleurs, pas que la maire de Strasbourg. Il me semble qu'il y a d'autres pays, y compris même au niveau européen, il me semble, qui ont fait cette déclaration. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, du point de vue juridique, j'allais dire, c'est rien. C'est-à-dire que ce n'est pas contraignant. Ce n'est pas un état d'urgence comme l'était l'état d'urgence sanitaire. Là, c'est un état d'urgence climatique, entre guillemets, symbolique, puisque les villes n'ont pas la compétence de déclarer un état d'urgence en France. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une déclaration d'intention et d'attention aux questions climatiques. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas contraignant juridiquement que ça n'aura pas d'impact. Ce que ça signifie, à mon sens, c'est que l'aspect climatique sera partie intégrante de toute décision politique prise au niveau municipal. La Pologne peut-elle être exclue de l'Union européenne ? Alors, n'importe quel pays peut être exclu de l'Union européenne. Il y a une procédure qui est prévue par les traités qui prévoit la possibilité d'exclure un pays qui ne respecterait pas les valeurs de l'Union, le respect des droits, la démocratie, de l'État de droit. Donc sur le papier, oui, clairement, les États peuvent être exclus, n'importe lequel. La Pologne est membre de l'Union européenne comme les autres, donc elle peut être exclue comme eux. Maintenant, la mise en œuvre de ce processus, vous l'imaginez bien, est un processus d'exclusion lourd qui comprend une forte dimension politique.
Donc la question de savoir est-ce qu'un tel processus pourrait dans les faits aboutir. Il y a eu par le passé quelques débuts de déclenchement. Il y a plusieurs phases, c'est un processus assez long. Donc on était vraiment au tout début de la toute première phase de déclenchement, mais on n'est jamais allé plus loin pour l'instant. Donc il faudrait voir si en pratique, c'est quelque chose qui pourrait être mis en œuvre. Vous imaginez bien que c'est une action qui n'est pas neutre, qui est très chargée politiquement et donc qui ne sera pas faite comme ça du jour au lendemain. Donc sur le papier, oui, en théorie, oui, en pratique, il faut voir si politiquement c'est possible. Dernière question, comment l'Union européenne protège-t-elle les données personnelles des citoyens des États membres? Alors, le texte principal de l'Union européenne en matière de protection des données, c'est le fameux RGPD, le Règlement général de protection des données, qui s'applique sur tout le territoire de l'Union européenne et qui s'applique immédiatement dans tous les États membres. Donc, les États n'ont pas besoin d'adopter une législation nationale, on applique directement le règlement. Donc, l'avantage, c'est que où que vous soyez sur le territoire de l'Union européenne, vous savez quels sont vos droits et quelles sont les obligations mises en avant par ce règlement. Il est d'ailleurs accessible dans toutes les langues officielles de l'Union, c'est-à-dire toutes les langues nationales sur Internet. Donc, vous pouvez le trouver dans votre propre langue sans aucune difficulté pour bien le comprendre. Ce texte crée un territoire commun de protection des données, donc sur lequel les règles sont exactement les mêmes. C'est très pratique pour les entreprises aussi, hein, qui travaillent avec des sous-traitants dans différents États membres de l'Union ou qui ont des clients dans différents États membres de l'Union. Maintenant, avec le commerce en ligne, c'est toujours le cas. On sait quelles sont les règles applicables. La difficulté que l'on a, c'est que puisqu'on a créé cet espace assez avancé dans la protection des droits fondamentaux, on a des difficultés à admettre désormais le transfert de données en dehors de ce territoire, notamment aux États-Unis. Donc il y a eu pas mal de difficultés dans le cadre de sociétés américaines. Je pense notamment au transfert de données à Facebook, puisque évidemment, dès qu'on passe la frontière de l'Union, on n'est plus soumis à la même législation très protectrice. On a une législation qui est beaucoup moins garante de nos droits. Voilà, c'était la dernière question pour aujourd'hui. Donc, on vous attend. À très, très vite. Bon été à tous. Et puis, on se retrouve en septembre pour d'autres questions. On vous attend info@pldh.org, page Facebook ou Instagram. À très vite.